N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Blanche Monnier. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son histoire a été l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. Derrière ce nom se cache une terrible histoire où l'amour a fait plus de mal que de bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous remonterons le temps pour atterrir en mai 1901 dans l'ouest de la France, là où l'on a découvert la séquestrée de Poitiers. Cette histoire a laissé couler beaucoup d'encre, et c'est le cas de le dire, puisqu'elle fait aujourd'hui l'objet de grands ouvrages. Si vous voulez tout savoir à propos de cette femme et de cette ignoble affaire dans laquelle elle a été impliquée, restez avec nous. On vous promet un dossier bien juteux. Et si vous aimez les histoires qui parlent d'affaires criminelles et de justice, recherchez le coin du crime dans votre application de podcast préférée. Les crimes n'auront plus de secret pour vous. Et on commence. Une lettre accusatoire. Tout commence par un matin de mai 1901 lorsque le procureur général de Poitiers reçoit une lettre anonyme qui dénonçait un fait d'une exceptionnelle gravité. La lettre parlait d'une jeune fille qui était enfermée dans la maison d'une certaine Madame Monnier, privée de nourriture et vivant dans des conditions insalubres et ce depuis 25 ans. Il est vrai que ce n'était pas la première fois que de tels propos arrivaient aux oreilles du procureur. Dans la région de Poitiers, les rumeurs fusaient de partout depuis déjà plusieurs années. En effet, cela faisait quelque temps que, dans la ville, on parlait de cette fille issue d'une famille bourgeoise qui vivait recluse. Mais on disait aussi qu'elle était folle et qu'il valait mieux qu'elle reste enfermée chez elle, auprès de sa mère Louise Monnier. La version de cette mère veuve qui ne faisait que protéger sa fille convenait donc à tout le monde, et l'affaire n'avait pas connu de suite. Les pouvoirs publics qui avaient pris connaissance de l'histoire ont préféré faire l'autruche, prétextant qu'il ne fallait tout simplement pas se mêler des affaires personnelles des gens. Mais cette fois-ci, c'était différent. La lettre était on ne peut plus claire. Elle accusait ouvertement Madame Monnier de séquestrer sa propre fille et de lui faire subir les pires tortures. Une enquête s'ouvre alors au commissariat central de Poitiers, sous la main d'un commissaire qui, l'après-midi même de ce 23 mai, accompagné de ses gendarmes, va toquer à la porte des Monnier au 21 rue de la Visitation. Les gendarmes ont décrit une maison luxueuse, semblable à un hôtel particulier. Au deuxième étage de la demeure, une fenêtre fermée attire sur le champ l'attention du commissaire. C'était la seule d'ailleurs qui était fermée sur la façade. La découverte macabre. La maison était tenue par Louise Monnier, une dame d'un certain âge qui tente dans un premier temps de renvoyer les visiteurs. Par le biais de sa domestique, elle leur demande donc de s'adresser à son fils, qui habitait à 2 pas de chez elle. Les gendarmes obtempèrent mais se font également refouler par le fils de Louise. Bien déterminés, ils réussissent enfin à s'entretenir brièvement avec lui. Ce dernier se dégage de toute responsabilité et dit ne rien savoir de ce qui se passe chez sa mère. Les gendarmes sonnent alors une nouvelle fois à la porte de Louise Monnier. Cette fois-ci, elle les accueille et s'empresse vite de monter sur ses grands chevaux pour les intimider. Mais elle avait peut-être sous-estimé la ténacité du commissaire qui, malgré tout, réussit à accéder au second étage de la maison. Et ce qu'il découvre dépasse tout entendement. À peine ont-ils mis un pied dans la chambre close que les gendarmes ont été pris à la gorge par une odeur putride et méphitique. Le commissaire, pris d'un haut de cœur, ordonne au fils de Louise Monnier d'ouvrir les volets. La lumière du jour leur offre alors un abominable tableau. Leur apparaît le corps nu et squelettique d'une femme, à moitié morte, ligotée et gisant comme une momie sur le lit. Enfin, la paillasse remplie d'immondices, d'excréments et de restes de nourriture pourrie sur laquelle elle était étendue. Autour du corps desséché et recroquevillé grouillent des bêtes, de la vermine et des rats pour être plus précis. La quinquagénaire porte une longue natte issurte de 2,5 kg qui visiblement n'avait pas été peignée depuis des décennies et des ongles qui non plus n'avaient pas été coupés. L'odeur nauséabonde qui flottait dans l'appartement laissait comprendre que celui-ci n'avait pas été aéré depuis des années, puisque les volets étaient désespérément cadenassés par une chaîne. On saura quelques minutes plus tard que la femme s'appelait Blanche Monnier, la fille de Louise. Blanche est née le 1er mars 1849 à Poitiers en France. Elle est issue d'une grande famille bourgeoise royaliste. Son père, Charles-Émile Monnier, était un homme de lettres, ancien doyen de la faculté de lettres de Poitiers. Depuis le décès de ce dernier, Blanche vivait seule avec sa mère et ses domestiques. Revenons-en aux faits. Blanche est alors immédiatement enroulée dans une couverture pour être transférée à l'hôpital. Avec toute la force de son corps de 25 kilos, la femme de 52 ans se met à supplier les gendarmes de ne pas l'enlever de sa chère petite grotte. À l'hôpital, on lui coupe la natte, qui sera gardée comme pièce à conviction pour le procès. Elle reprend du poids rapidement, 10 kilos en 10 jours, et accepte de se laver. En revanche, son état psychologique est un vrai champ de ruines. Elle manifeste un grand retard intellectuel, répond vaguement aux questions mais n'en pose pas. Blanche vivait dans sa petite bulle, mais mieux. La vérité voit le jour pendant le procès. Le 24 mai 1901, le juge ordonne l'arrêt de Louise Monnier, âgée à l'époque de 75 ans, et de son fils Marcel.
Celle-ci tente alors de justifier la situation dans laquelle était sa fille en avançant que cette dernière souffrait de troubles psychologiques graves qui se sont manifestés alors qu'elle n'avait que 23 ans. Elle se défend de toute monstruosité, précisant que Blanche refusait elle-même de sortir de sa chambre depuis 1872 lorsqu'elle a été frappée par une méchante fièvre. Pour Louise, elle n'était pas séquestrée mais recluse. Nuance. Elle ajoute aussi que Blanche rejetait toute la bonne nourriture qu'on lui donnait et qu'elle refusait totalement qu'on l'entretienne. D'après les témoignages des domestiques, Madame Monnier aimait sa fille. D'ailleurs, dans son testament, elle avait prévu de lui léguer toute sa fortune. Et c'est d'ailleurs ce testament-là qui a fait dévier toute l'enquête en sa faveur. Les domestiques avaient également confirmé les propos de Madame Monnier qui disait que Blanche refusait de s'alimenter et que sa mère lui offrait pourtant des repas qu'elle aimait, notamment des huîtres dont on retrouvera justement les coquilles sur le matelas. Une histoire d'amour. Selon l'opinion publique, qui s'était déjà fait à ce moment-là sa propre idée sur l'affaire, les propos de Louise Monnier n'étaient que des foutaises, car derrière cette terrible histoire se cachait une autre bien plus douloureuse. Très rapidement, une rumeur court dans la ville et émet au passage que la séquestration était liée à une histoire d'amour entre Blanche Monnier et un avocat de 38 ans, un républicain nommé Maître Victor Calmel. Une liaison à laquelle les parents Monnier s'étaient strictement opposés. En l'occurrence, Louise Monnier qui avait une fâcheuse réputation de personne dure, mauvaise et extrêmement autoritaire. Ce n'est que pendant le procès que la vérité éclatera. Une vérité qui vient confirmer les rumeurs et donner plus d'informations sur cette fameuse liaison interdite. Jean-Marie Augustin, professeur à la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, qui a bien étudié l'affaire, s'appuyant sur les habitudes, les mœurs de la famille Monnier et les témoignages des domestiques, avance que la séquestration forcée est plus justifiée. D'autant plus qu'à cette époque-là, il y avait de l'orage dans l'air entre les partis politiques républicains et royalistes. Tout le monde dans le village entendait parler d'un prochain mariage entre les deux partis, mais ce mariage n'aura finalement jamais lieu. Et c'est depuis ce jour-là qu'on ne vit plus Blanche rôder dans la ville. Car pour la dissuader de cette union, les Monnier n'ont eu d'autre choix que d'enfermer leur fille. Cette dernière en est devenue alors complètement folle. Une autre rumeur disait que Blanche aurait eu un enfant de cette union clandestine et que les parents auraient fait disparaître et enterrer le nouveau-né dans leur jardin. Mais on ne saura jamais rien de ce qu'il en est réellement de ce bébé. Le tribunal passera sous silence toute cette affaire de liaison amoureuse pour mettre en évidence les maladies dont souffrait Blanche Monnier. Dans son ouvrage intitulé « La véritable histoire de la séquestrée de Poitiers », Augustin avance que la version la plus probable est que Blanche Monnier était atteinte de troubles mentaux et psychiques dus à cette séparation forcée, et que sa mère refusait fermement de l'interner dans un asile psychiatrique, d'abord par malveillance, ensuite par crainte de porter atteinte à l'honneur de la famille. Qui est alors le responsable ? Louise Monnier rend l'âme en cellule 15 jours après son emprisonnement et ne sera donc jamais jugée. Quant à son frère Marcel Monnier, tout le monde était certain qu'il était parfaitement au courant de ce qui se passait, et donc il était complice lui aussi. Il est jugé et condamné le 11 octobre 1901 à 15 mois d'emprisonnement pour acte de violence, avant d'être acquitté 6 semaines plus tard. La justice a pris cette fois-ci son parti, puisque le second procès en appel a souligné le fait que les maladies psychologiques dont souffrait Blanche étaient incurables et que l'administration des soins s'avérait dans son cas inutile. D'autre part, Madame Monnier, du fait de son caractère despotique, refusait totalement de laisser son fils intervenir dans ces histoires. En effet, Marcel aurait à de nombreuses reprises tenté d'interner sa sœur, mais Louise l'en aurait empêché. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle l'aurait mise à la porte. Comme à l'époque la notion de non-assistance aux personnes en danger n'existait pas, et que, tant qu'il n'y avait pas de violence directe sur la victime, on ne pouvait reconnaître la culpabilité de Marcel Monnier, il sort alors du tribunal avec un simple blâme. Suite à ce dernier procès, Marcel vend tous ses biens et part vivre à Cibourg dans les Pyrénées. Il y décède en juin 1913. Quant à la principale intéressée, elle est restée dans l'asile psychiatrique à Blois pendant plus de 10 ans. Elle ne recouvre jamais la raison et décède finalement le 13 octobre 1913 à l'âge de 64 ans.